Et bonsoir les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour la suite des aventures de Shayton. Alors que dans le dernier épisode, il s'était rendu avec Mika, sa petite sœur, à la caravane de son grand-père Bigby pour lui demander conseil. Sauf que, arrivé à la caravane de ce dernier, Mika et lui ont fait une triste découverte, et même alarmante. Ils ont retrouvé leur grand-père inconscient, gisant au sol, recouvert d'échymoses et de blessures, comme s'il avait été roué de coups. Directement, Shayton, après avoir calmé Mika, a appelé les pompiers, moi le 911, pour que les secours viennent chercher son grand-père. Et il a été transféré à l'hôpital de Amber Lake, la ville voisine. Non sans que Shayton et Mika aient insisté auprès des urgentistes pour faire partie du voyage et accompagner leur grand-père jusqu'à l'hôpital. Là-bas, alors que Bibi était pris en charge par les médecins, les deux enfants ont attendu dans la salle d'attente et ont été soutenus par une infirmière qui venait de commencer son premier jour de travail à l'hôpital d'Amber Lake, une certaine Nancy Jenkins, qui a veillé sur eux le temps que Enola, la mère des deux enfants, vienne les rejoindre. Ils ont encore un peu attendu avant que les médecins viennent donner le pronostic vital de Bigby. Celui-ci a donc été, d'après leurs premiers résultats, roué de coups par des hommes. Mais surtout, malheureusement, il est dans le coma. Et alors que la nouvelle a frappé Shayton en plein visage, sûrement à cause de son anxiété, du stress et de la fatigue, il a senti son tonus musculaire lui échapper, signe avant-coureur d'une crise de narcolepsie qui l'a emporté dans le sommeil. Et il est tombé dans les bras de sa mère. Tandis que son esprit a lui glissé entre les mondes, au-delà du monde éveillé, dans un lieu qu'il découvrait pour la première fois, où il voyait la silhouette de Bigby, comme s'il était ce dernier inconscient de la présence de son petit-fils, entouré d'autres personnes dans le même état, le regard perdu dans le vide. Et c'est là que Farceur, le guide spirituel de Shayton, est apparu dans sa forme habituelle du husky noir et blanc aux yeux bleus, dans la chanson petit Hey gamin, et il a expliqué à Shayton qu'il se trouvait dans notre monde, un endroit en fait où les humains ne sont pas complètement en fait dans le sommeil, ce sommeil qui leur permet de franchir la toile d'Ashibikashi et d'atteindre la marche des rêves et des cauchemars. Non, ici c'est l'entremonde. C'est en fait, je comprends que là où les gens qui sont dans le coma, qui ne sont pas en état de rêver pleinement, sont bloqués, tout comme son grand-père actuellement. Et Farceur a donc proposé à Shayton s'il voulait aider son grand-père, ce que le jeune homme, sans hésiter, a opinié du chef, disant qu'il était prêt à tout pour aider son grand-père à sortir de son coma. Et du coup, guidé par Farceur, Shayton se prépare à plonger dans les souvenirs de son grand-père pour lui venir en aide. Pour cette suite tant attendue des aventures de Shayton. L'entremonde est un lieu à part, où les échos des souvenirs et des expériences passées se mêlent aux forces spirituelles en sommeil, en une brume dense et silencieuse. En observant le husky noir et blanc qui se tient devant lui, Shayton sent ce mélange d'anxiété et d'excitation lui brûler l'estomac. Le guide farceur le fixe de ses yeux bleus pénétrants, amusé par ce défi qu'il propose à son jeune protégé. « Hey, gamin !» lance Farceur avec un ton faussement décontracté. « C'est pas une petite balade. On va voyager dans des souvenirs qui ne t'étaient jamais destinés, des morceaux de vie qu'il a enterrés bien profond, ton vieux. C'est ton dernier mot ? Parce que pour sauver Bigby, faudra parfois accepter des vérités pas très jolies sur la famille, ou même sur toi. » Avec détermination, Shayton garde son regard fixé sur Farceur, montrant qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour sauver son grand-père. Le husky hoche la tête, satisfait, puis tourne sur lui-même en bondissant, le conduisant à travers les volutes d'un premier souvenir. Dans l'entremonde, Shayton s'apprête à explorer un souvenir enfoui,
guidé par Farceur qui trottine silencieusement devant lui. La brume autour de lui se dissipe, et peu à peu, un espace plus ancien, teinté de nostalgie et de tristesse, s'esquisse. Le paysage prend forme, une prairie à la lisière de la réserve, baignée d'un crépuscule sombre où un grand feu de camp jette des ombres démesurées. Chayton aperçoit son arrière-grand-père, un homme au regard intense et solennel, aux cheveux gris rassemblés en une longue tresse. Il se tient seul, dans une posture méditative, la main posée sur un attrape-rêve abîmé, chargé de plumes et de perles usées. Bigby, encore un adolescent, est là, agenouillé à quelques pas de lui, les yeux rivés sur son père, inquiet et silencieux. Chayton entend des mots murmurés par son arrière-grand-père, des paroles murmurées vers la toile d'Achibikashi. Des fragments de phrases lui parviennent. La marche, elle devient plus sombre, le passage est fragile, des ombres s'y forment qu'il faudra bientôt affronter. L'arrière-grand-père jette un regard vers Bigby, et dans ce silence solennel, il lui adresse un conseil énigmatique. Si un jour tu dois marcher seul dans la toile, ne laisse pas les cauchemars te guider, fiston. Ce monde n'est pas le nôtre. Soudain, l'atmosphère se tend, et des volutes d'ombre envahissent les environs. L'arrière-grand-père ferme les yeux, sa main toujours posée sur l'attrape-rêve, comme s'il puisait une énergie ancienne, tentant de maîtriser un passage. Mais en un éclair, une force sombre, presque tangible, s'échappe de la toile et l'enveloppe. Le vieux Dreamcatcher se fige, sa respiration s'arrête, et il s'écroule au sol, son regard voilé. Bigby se précipite terrifié, en larmes, criant le nom de son père. Chayton est frappé par l'intensité de ce moment et comprend que ce souvenir est un fardeau que Bigby a porté toute sa vie. Farceur lui murmure à l'oreille « Hey, gamin, tu commences à piger ce que ça coûte de marcher sur la toile? T'es toujours prêt à creuser plus loin dans les souvenirs. Parce que ça, c'était juste le début de l'héritage de ton grand-père. » Avec cette première épreuve, Chayton sent la gravité des responsabilités pesant sur sa lignée. Le moment est solennel, et il comprend que la suite ne fera que dévoiler des secrets encore plus lourds à porter. Je reste contemplatif en fait quand je vois ce premier souvenir, car du coup c'est la première fois que je vois mon arrière-grand-père, car jusqu'à présent, même pas en photographie, je ne savais à quoi il ressemblait. D'ailleurs en fait je ne connais même pas son prénom. Ce qui m'interroge sur pourquoi Bigby m'a jamais parlé de lui. Et j'essaie de comprendre les paroles assez sibyllines qu'il a formulées avant de mourir à mon fils, donc à mon propre grand-père, Bigby, et qui parle d'un passage. Donc je me retourne un peu vers Farceur. Je veux en savoir plus sur mon arrière-grand-père. Qui était-il vraiment et c'est quoi cette histoire de passage entre nos deux mondes? Farceur hoque la tête, son regard espiègle teinté d'une rare gravité. « Hey, gamin, tu veux vraiment creuser là où même ton vieux Big n'a jamais osé ?» Il cligne des yeux, puis poursuit d'un ton plus sérieux. « Ton arrière-grand-père, il n'était pas juste un Dreamcatcher. Il est, disons, une sorte de passeur. L'un des derniers à comprendre comment voyager entre le monde des rêves et celui des cauchemars sans se perdre. Mais il y a des risques, des passages sombres où même les plus forts finissent par s'y noyer. Lui, il a tenté de maîtriser ça pour protéger les siens. » Farceur marque une pause et plante ses yeux clairs dans ceux de Chayton. Le passage dont il parle, c'est plus qu'une métaphore, gamin. C'est un point de rupture, une brèche dans la toile d'Achibikashi. Dans ces passages, les cauchemars deviennent vivants, se nourrissent des peurs les plus profondes. Ton arrière-grand-père savait que chaque Dreamcatcher pouvait un jour y être confronté. Il s'assied, le regard pensif, comme s'il scrutait les souvenirs eux-mêmes. Tu vois, ton grand-père n'a jamais parlé de lui parce que cette mort, elle l'a marqué à jamais. Bigby s'est senti abandonné, laissé seul avec des responsabilités énormes. Quant à son prénom, on l'appelait Enapai. Ça veut dire « celui qui brave la peur ». Farceur fixe de nouveau Chayton, un sourire en coin. « Alors, gamin, toujours prêt à explorer la suite ?
parce que si tu veux en savoir plus, va falloir avancer. Mais t'avise pas de perdre tes tripes en chemin. Quand Farceur me dévoile le prénom de mon arrière-grand-père, Enapai, celui qui brave la peur, ça me fait quelque chose, comme si j'en apprenais plus sur moi-même, en même temps que je découvrais le passé de mon grand-père. Et du coup, je vais mettre un peu à plus tard mes autres questions concernant ce passage et les dangers qu'il pourrait y avoir, cette sorte de déchirure dans la toile. Car j'ai d'autres questions dans ce genre-là à poser à Farceur, mais peut-être après, car je comprends qu'il faut avancer en fait de la mémoire de mon grand-père pour l'aider. Et du coup, ne pas se perdre en chemin, toujours avancer, à travers le fil de sa mémoire. Et du coup, je me tourne vers Farceur. Allons-y, montre-moi le reste, s'il te plaît. Farceur acquiesce d'un hochement de tête tranquille, sa queue battant légèrement le sol comme pour marquer le rythme des souvenirs. Lentement, la scène se transforme autour de Chaiton. Le décor prend forme, un peu flou au début, avant de se figer dans les lignes nettes d'une vieille grange en bois, mal éclairée par la lumière blafarde de quelques lanternes. L'air sent le foin rassis et la poussière, mêlée d'un léger relent de whisky. Deux silhouettes émergent du clair-obscur. Chaiton reconnaît son grand-père, plus jeune avec des traits moins fatigués, mais le même regard intense. En face de lui, un homme imposant, massif, arborant le même charisme inquiétant que Rick MacGuffin, mais avec un air plus vieilli, comme si le poids de chaque année se lisait dans la profondeur de ses rides et dans son regard perçant. C'est Fergus MacGuffin, le père de Rick, le regard rivé sur Bigby. Farceur murmure à Chaiton, « Voilà un moment crucial, gamin. Fergus MacGuffin et ton grand-père discutaient de paix, mais une paix bien particulière. » Les paroles de Fergus, douces mais teintées de menaces, résonnent dans l'air. « Alors Big, si tu veux protéger ta réserve et tenir les autres de famille hors de nos affaires, va falloir qu'on se comprenne. Vous nous laissez le contrôle des villes, et en échange, on garantit que personne ne touche à tes terres. » Bigby hésite, puis répond d'une voix ferme et mesurée. « Nos terres sont sacrées, Fergus. C'est la seule chose que je demande. Les miens n'auront rien à voir avec les tiens en ville, tant que la réserve reste intacte. » Fergus éclate d'un rire rauque et tape dans ses mains, presque satisfait. « Parfait. Un coyote qui sait où est sa place. Souviens-toi juste de ça, Big. Une alliance se brise vite si les frontières sont franchies. » Chaiton sent la tension palpable, une trêve précaire, un marché tissé d'ambition et de réticence. Farceur glisse à voix basse. Ça, gamin, c'était le début des pactes. Mais toute alliance, même celle qui semble fondée sur la protection, peut se transformer en piège. Maintenant, tu sais d'où vient cette paix trompeuse entre les MacGuffins et les coyotes. Le souvenir s'efface, laissant Chaiton pensif. Farceur lui lance un regard interrogateur, prêt à le guider vers le prochain souvenir, tout en ajoutant « prêt à voir comment cette fraternité coyote est née ». Je reste dubitatif face à ce second souvenir. Attends, je comprends pas, Farceur. Mon grand-père a conclu un pacte avec l'ancêtre MacGuffin, là, Fergus, c'est ça? Le père de Rick MacGuffin, donc le grand-père de Savannah et Brody. Mais pourquoi un tel pacte entre nos deux familles Puis de toute façon, là, Rick l'a bafoué, ce pacte, en commençant à construire ses serres de marijuana et à défricher la forêt. Pourquoi Puis j'aimerais aussi savoir pourquoi Brody et Savannah sont à la fois un incube et une succube. Est-ce que leur grand-père Fergus savait ça? Est-ce que ce pacte a quelque chose à voir avec ça? Je peux avoir d'autres informations d'après toi? Farceur laisse un long silence planer entre vous, avant de pencher sa tête de husky en direction de Chaiton, ses yeux bleus perçants et pleins de secrets. « Gamin, t'as mis le doigt sur quelque chose d'aussi vieux et noueux que les racines des pins de la réserve. Ce pacte entre ton grand-père et Fergus MacGuffin,
Il n'était pas juste une question de territoire. Ils cherchaient tous les deux à se protéger de ce que leur échappait, de ce qui grouillait entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Ton grand-père savait que la toile s'effilochait quelque part, qu'il y avait un passage, et il a compris que sans alliés, Blackwater serait avalé par des choses qu'aucun homme ne peut expliquer. Farceur incline la tête et son regard se fait plus sombre. Fergus, lui, il avait ses propres raisons. Les MacGuffin ont toujours eu un lien trouble avec le surnaturel, et Fergus, il savait des choses. Peut-être qu'il avait déjà vu cette faille à l'œuvre. Peut-être qu'il comprenait que le pacte pourrait aider à protéger ses descendants. Quant à Savannah et Brody, Farceur laisse planer le mystère avant de reprendre. Disons que les familles portent parfois des stigmates qui se manifestent bien après leur naissance. La faille, elle peut s'accrocher aux âmes comme une poix noire, et si la toile est trop faible, elle finit par infecter. Alors, oui, Fergus MacGuffin savait que ses descendants pourraient porter un héritage particulier. Le pacte, c'était un moyen pour lui de contrôler ça, de les protéger et de leur permettre d'exister entre deux mondes sans être dévorés. Mais chaque pacte, chaque accord qu'ils ont brisé, chaque intrusion dans la réserve, ça a affaibli encore plus le passage. Le Husky fait un pas en avant et vous êtes transporté brièvement devant un endroit que Chaiton reconnaît. La vieille forêt, celle qui borde le district et la rivière. Farceur reprend avec une certaine gravité. C'est là que le passage saigne, gamin. Et c'est ici que Fergus et ton grand-père ont fait leur pacte, jurant de protéger ce lieu. Mais les MacGuffin, ils ont mis le doigt dans un engrenage bien plus sombre que ce qu'ils pensaient contrôler. Et cette faille, elle ne pardonne pas. La scène s'estompe, laissant Chaiton face à ses révélations et à un pressentiment angoissant sur ce qu'il pourrait encore découvrir dans les souvenirs de son grand-père. Je suis assez perturbé par tous ces nouveaux renseignements. Visiblement, il y a quand même pas mal de choses que j'ignore encore sur les MacGuffin. Il a l'air d'avoir une histoire tout aussi complexe au niveau histoire familiale que la mienne. Et du coup, en fait, je suis quand même pris de curiosité par rapport à ce Fergus MacGuffin. Et je pense que je vais essayer, quand je pourrai, en fait, je vais mettre ça dans ma liste des choses à faire. Il y en a tellement, mais bon, on va rajouter une de plus, de me renseigner sur lui, sur l'ancêtre MacGuffin. Ce qui m'emmerde, c'est que du coup, les seules personnes à qui je peux demander, c'est Rick, pas trop envie, ou Brody et Savannah. Et comment dire que j'ai encore moins envie de leur parler à eux. Donc il faut que je réfléchisse à comment en savoir plus sur Fergus. Et puis surtout aussi la révélation concernant la faille et la déchirure de la toile d'Ashibikahashi qui du coup bave sur le monde éveillé, si on peut dire, se situe donc dans la vieille forêt de la réserve Iowa. Donc je connais un petit peu l'endroit, du moins je connais la forêt et tout, mais du coup je me dis qu'il faudrait que j'aille explorer la forêt. Peut-être demander à mon oncle Neil Hiders, à côté de ma mère, s'il peut m'aider, me guider dans la forêt. Il connaît mieux le territoire que moi. Peut-être que il sait quelque chose sur cette fameuse faille. Du coup, j'ai eu plein de questionnements en tête, alors que je pense que je vais continuer à suivre Farceur dans un nouveau souvenir de mon grand-père. Farceur acquiesce, un léger sourire en coin, et vous voilà transporté dans un souvenir ancré dans un passé qui respire la sagesse et la solidarité. La scène s'ouvre dans une grande salle de réunion, un lieu modeste mais empreint d'un respect ancestral. Les murs sont tapissés de symboles et d'objets traditionnels, et les airs sont chargés de l'odeur du bois brûlé et des plantes médicinales. Au centre de la pièce, un cercle de quelques hommes et femmes est formé. Parmi eux, tu reconnais un jeune Big B, au visage sérieux et intense, bien différent de l'homme sage et amusé que tu connais. Assis à côté de lui, un homme plus âgé, imposant et calme, que Farceur désigne d'un mouvement du museau. Lui, gamin, c'est Takoda Whitefeather, le père d'Irving. À eux deux, avec d'autres, ils ont imaginé ce qui est devenu les Coyotes, mais pas de la façon dont tu les connais aujourd'hui. La voix de Takoda résonne dans le cercle.
Il parle d'une vision, un groupe de jeunes et d'anciens, des hommes et des femmes unis pour défendre la culture, les terres et les coutumes de leur peuple. Il dit que le monde change, que les Blancs continuent de repousser les frontières de la réserve, prenant petit à petit ce qui appartient à leurs ancêtres. Alors, ils devront être rusés comme le coyote, solides comme le roc et libres comme le vent. La discussion se poursuit, chacun exprimant des inquiétudes, des espoirs. Bigby prend la parole à son tour, et tu sens qu'il est partagé entre la volonté de protéger les siens et la crainte de ce que cela pourrait impliquer. Il évoque, sans jamais les nommer, les dangers plus sombres, ceux qui viennent des cauchemars et des failles entre les mondes, et ceux qui guettent les âmes des jeunes. Takoda Whitefeather, voyant l'hésitation dans les yeux de Bigby, lui pose une main rassurante sur l'épaule. Les coyotes que nous formons ne seront pas un gang, mais une famille étendue. Ceux qui s'y engageront devront être prêts à sacrifier leur confort pour préserver ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ils devront avoir du respect, d'abord pour leur peuple et aussi pour les autres. Ils ne devront pas se laisser corrompre. Farceur observe la scène d'un air pensif. Ton grand-père a fondé les coyotes comme une défense contre les dangers extérieurs, et ceux de l'intérieur. Mais à mesure que les années ont passé, cette vision s'est affaiblie, les intentions se sont égarées. Le pouvoir, gamin, il a le chic pour corrompre les âmes les plus fortes. La scène commence à s'estomper, laissant Chayton face aux idéaux qui avaient forgé les premiers coyotes. En fait, je suis assez surpris de découvrir la vérité en fait derrière les Spirit Coyotes. Moi qui ai toujours connu en fait comme un gang de motards, le classique club de motards un peu à la Son of Anarchy. Je suis surpris de voir qu'en fait ça remontait bien avant cela, à l'époque de mon grand-père, et que c'était en fait d'abord prévu pour être une sorte de conclave pour protéger la réserve amérindienne de notre tribu et ses mystères. Donc je suis assez étonné de voir ce que c'est devenu en fait un gang de motards géré par mon père et mon oncle qui trempent dans des affaires louches. Maintenant que je sais qu'en plus ils vendent des drogues dures, ça me perturbe encore plus. Je me dis, comment d'un idéal comme l'avait imaginé mon grand-père et le père de Irving Whitefeather, on a pu glisser en fait sur quelque chose de plus criminel, comme les Spirit Coyotes actuels. Et du coup, j'espère que le prochain souvenir que me montrera Farceur me donnera les réponses à ma question. La scène suivante apparaît peu à peu, teintée de tension. Tu te retrouves dans une salle de réunion modeste, un lieu plus petit, où l'atmosphère est lourde. La table est encombrée de papiers, de cartes et de quelques vestiges d'objets rituels qui ont, semble-t-il, perdu leur place dans la nouvelle direction du groupe. Face à toi se trouvent 3 hommes. Ton grand-père, Bigby, le visage assombri et les épaules rigides de colère contenue. À sa gauche, Cal, ton père, une lueur de défi dans les yeux. Et à droite, ton oncle Dick, visiblement partagé, ses poings serrés comme pour retenir des mots amers. Plus en retrait, presque effacé dans la pénombre, Nayati, le plus silencieux des frères, semble être là malgré lui, mal à l'aise. Farceur murmure doucement à ton oreille « Hey, gamin, c'est là que les choses ont vraiment commencé à se fissurer. » La voix de Bigby résonne, vibrante d'émotion. « Vous êtes en train de détruire tout ce que les coyotes devaient incarner, tout ce que Takoda et moi avons construit, ce gang que vous faites grandir comme une mauvaise herbe, c'est ça votre fierté ?» Cal répond sans hésiter, sa voix ferme et froide. « Père, tu ne comprends pas. Ces temps anciens où la parole et les rituels étaient suffisants pour protéger notre peuple sont révolus. Les coyotes doivent être forts, redoutés, et si pour cela il faut entrer dans les affaires, prendre les armes, alors nous le ferons. » Bigby serre les poings. Tu ne parles que d'argent, de pouvoir. C'est ça ta vision de l'honneur. Protéger la communauté en la vendant? Et maintenant quoi? Vous parlez de vendre ces drogues dures, de nous soumettre au réseau de trafic?
Et qui en paiera le prix, hein? Ces jeunes que vous pensez pouvoir dominer, les membres de votre propre famille. Dick, plus hésitant, prend la parole. Écoute, père, si on reste comme avant, si on continue à jouer les héros désintéressés, on va se faire écraser. Les autres clans ne nous respecteront jamais. Dans l'ombre, Nayati se tortille, visiblement en désaccord mais en silence. Finalement, Bigby tourne un regard amer vers lui. Nayati, dis quelque chose. Ce sont tes frères. Tu veux vraiment rester là sans rien dire? Nayati lève la tête et un silence pesant s'installe avant qu'il ne parle, la voix basse mais tranchante. Tu dis protéger les nôtres, père, mais tout ce que tu refuses de voir, les histoires des skinwalkers, des esprits qui rôdent dans la marche, tout cela, c'est aussi une menace. Si tu avais accepté que nous en parlions, peut-être que les coyotes auraient pu être autre chose que ce qu'ils sont devenus. Bigby fronce les sourcils. Les skinwalkers? Ce sont des légendes, Nayati. Il n'y a rien dans ces vieilles histoires qui puisse guider les coyotes, rien que des peurs ancestrales. Cal et Dick échangent un regard lourd de jugement. Cal ricane, murmurant pour lui-même. Encore les contes de Nayati, mais il reprend d'un ton glacial. Alors c'est ça, père. Tu préfères défendre des chimères et des traditions sans avenir plutôt que de voir la réalité en face. Big Bay, épuisé et trahi, baisse la tête. Il ne parvient pas à regarder ses fils. C'est ça, alors. Vous voulez tous vous rebeller, chacun pour vos propres raisons. Les coyotes que j'ai fondés n'existent plus. Sa voix se brise, emportée par la douleur. Si vous choisissez cette voie, alors vous n'êtes plus mes fils. Nayati, en silence, tourne les talons et disparaît dans l'ombre, acceptant cette sentence d'exil avec une froide résignation. Il ne reviendra jamais. Quant à Cal et Dick, ils se tiennent debout, raides et implacables, refusant de céder sous le poids des dernières paroles de leur père. Farceur pose doucement sa patte sur ton épaule. Maintenant, tu sais, gamin, le poids de ses choix pèse sur tous les coyotes, et sur toi plus que tu ne le penses. Je suis assez intrigué en fait par tout cela. Par cette réunion de famille, ça m'a quand même fait mal au cœur de voir en fait la manière dont mon père et mon oncle Dick se sont un peu retournés contre mon grand-père et les traditions. Maintenant que je sais que les Spirit Coyotes sont bien plus des criminels que ce que j'aurais osé espérer. Ça me travaille. Mais il y a aussi des points d'interrogation supplémentaires dans mon esprit qui commencent à se poser concernant mon oncle Nayati. Cet homme que j'ai jamais forcément apprécié car je sais ce qu'il fait subir à son propre fils, à mon cousin Ethan. J'ai vu les marques qu'Ethan avait dans le dos et sur le corps, ces traces de violence parentale. Et visiblement Nayati a l'air d'en savoir beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer sur les skinwalkers. Et je peux pas m'empêcher de repenser au cauchemar que j'ai vu dans l'esprit de Ethan, justement où il était en train de dévorer des cœurs d'animaux pour absorber leur force, leur pouvoir, leur apparence. Et je me dis que peut-être qu'il faudrait que je prenne sur moi, sur mes préjugés sur Nayati, pour aller le confronter sur ce sujet-là. Peut-être aussi régler les affaires que j'ai en suspens avec Ethan, vu que je suis en plus à Amber Lake dans le monde éveillé. Peut-être qu'il serait l'occasion d'aller crever ces abcès-là et voir de quoi il en retourne. Mais visiblement, j'ai l'impression en fait qu'il y a d'autres souvenirs encore à voir. Les ombres et les brumes des souvenirs te ramènent à un moment clé de ton propre passé. La caravane de ton grand-père est faiblement éclairée, une lanterne suspendue projetant des lueurs vacillantes sur les murs. Dans ce halo incertain, tu entends le souffle lourd de ta mère, Enola, remplir l'espace, ponctué de ses cris étouffés, résonnant de douleur et de force. La sueur perle sur son front, et Bigby, concentré, presse doucement sa main sur celui-ci pour apaiser la chaleur qui l'envahit. La nuit est calme à l'extérieur, mais l'air dans la caravane est lourd, chargé d'un poids presque palpable. Winona, ta sœur aînée, se tient en retrait, les yeux écarquillés de peur,
observant la scène. Bigby lui lance un regard rassurant, l'invitant à s'asseoir près de l'entrée. Elle s'installe, figée d'angoisse, essayant de se montrer courageuse malgré la peur qui l'assaille. « Respire, Enola. Inspire et expire doucement », murmure Bigby d'une voix grave, ses paroles empreintes de calme, essayant de faire régner la sérénité dans cette situation où chaque geste compte. Alors que les vagues de douleur la submergent, Enola serre la main de son beau-père, posant son regard tourmenté sur la porte de la caravane. D'une voix cassée, elle murmure, plus pour elle-même que pour lui. Il n'est toujours pas là. Cal aurait dû être ici. C'est notre enfant. Bigby serre les lèvres, tentant de masquer l'inquiétude qui se lit dans ses yeux. Il pose doucement sa main sur celle d'Enola pour la rassurer. Cal a ses propres priorités. Enola, des affaires avec le gang, des responsabilités qu'il croit essentielles. Mais toi et cet enfant à naître, il marque une pause, posant un regard ému sur le ventre de sa belle-fille. C'est ça, la vraie importance. Je suis là, et je serai toujours là pour vous. Enola hoche la tête faiblement, malgré les larmes qui bordent ses paupières. Il ne devrait pas être si aveuglé, tout ce besoin de prouver qu'il est digne des coyotes. La famille devrait passer avant tout, pas ce gang. Bigby inspire profondément, répondant d'une voix douce et rassurante. Il a choisi son chemin, Enola, même s'il ne voit pas ce que cela implique. Peut-être qu'un jour il comprendra ce qui compte vraiment. Mais en attendant, c'est moi qui vous tiendrai tous les deux dans mes bras. L'ombre de la tristesse passe dans ses yeux, une émotion fugace mais intense, alors qu'il replace son attention sur le moment présent. La scène devient de plus en plus chargée d'intensité, tandis qu'Enola lutte contre la douleur, déterminée malgré l'absence de celui qu'elle espérait à ses côtés. Les minutes s'étirent, interminables, et le corps d'Enola atteint ses limites. Bigby, le visage marqué de fatigue mais résolu, pose ses mains près de son ventre, appliquant une pression maîtrisée, guidant l'enfant, te guidant vers la vie. Le silence finit par se briser, éclatant en un cri strident. Le tien. Bigby te tient, le visage éclairé d'un triomphe humble et discret, avant de t'envelopper dans un drap pour te déposer délicatement dans les bras de ta mère. « Tu l'as fait, Enola, murmure-t-il, déposant le nourrisson que tu étais dans ses bras. Winona s'approche timidement, ses yeux ronds de curiosité, tendant la main pour effleurer ton front d'une caresse légère. Bigby contemple la scène avec émotion, avant de poser sa main sur ton front encore rouge et fragile, comme pour sceller un lien ancien. Tu t'appelleras Chaiton, et pour porter l'âme de notre lignée, tu porteras aussi le nom d'Enapai, celui qui brave la peur. La scène s'efface progressivement, te laissant face à Farceur, qui observe la scène avec un sourire en coin, son éternel regard brillant d'espièglerie et de sagesse. « Hey, gamin, voilà comment t'as atterri ici, entouré des tiens. Tu portes bien plus que ton propre nom, tu sais. » La vision se dissipe lentement, mais l'émotion reste gravée en toi, marquée par la force de ta lignée et la promesse de bravoure qui t'attend encore. Waouh, je pense que Chaiton, là, il commence à sentir les larmes monter à ses yeux, face à scène, à se souvenir. C'est pas tous les jours que l'on peut revoir sa propre naissance. Il a l'impression d'avoir atteint un nouveau pic dans ses expériences surnaturelles. C'est complètement déroutant et émouvant à la fois. De voir sa petite sœur, moi sa grande sœur Winona, petite aussi, puis sa mère, puis lui-même naître. Waouh, il aurait jamais pensé voir ce genre de choses sous ses yeux. Puis il y a quand même une pointe de colère quand même qui naît en lui quand il serre les poings en comprenant que son propre père n'a pas été là à sa propre naissance. Tout ça parce qu'il a privilégié les Spirit Coyotes plutôt que lui. Et j'avoue qu'il y a de la rancœur à ce moment-là en Chaiton. Mais il repense quand même au geste qu'a fait son grand-père, car il doit son prénom à son grand-père. C'est lui qui l'a baptisé Chaiton, mais surtout, visiblement, je porte aussi un autre nom, celui de mon propre arrière-grand-père.
et Napai, celui qui brave la peur. Et j'avoue que maintenant que j'en ai appris plus sur mon arrière-grand-père, qui était lui un Dreamcatcher, j'ai l'impression en fait que oui, je suis bien le digne héritier de la famille. Et ça m'envahit d'une certaine fierté, mais aussi gratitude envers mon grand-père. Car je lui dois en fait la vie, tout simplement, vu que c'est lui qui m'a mis au monde. Et j'espère qu'en fait, moi aujourd'hui, je vais pouvoir lui rendre l'appareil et l'aider à survivre et à gagner face au coma qui s'est emparé de son esprit. Les brumes de l'entremonde se dissipent et se reforment autour de toi, t'emmenant vers un souvenir bien plus récent, chargé de ressentiments anciens et d'un lourd silence. Farceur, à tes côtés, glisse un regard vers toi, son habituel sourire mutin teinté de sérieux cette fois. « Hey gamin, accroche-toi, car ce souvenir-là est peut-être le plus difficile de tous. » Devant toi se dévoile la salle des visites d'une prison. Des murs gris, des chaises usées, une vitre épaisse marquée de traces de doigts qui séparent les visiteurs des détenus. Dans cette ambiance austère, Bigby apparaît, assis de l'autre côté de la vitre, fixant d'un regard sombre l'homme assis en face de lui. Cal, ton père, menottes au poignet, l'air durci, impénétrable. Bigby serre les poings, inspirant profondément avant de briser le silence. Sa voix est grave, presque tremblante de colère retenue. Tout ça, Cal, tous ces sacrifices, tout ce chemin, pourquoi ? Pour que tu en arrives là, derrière une vitre, avec une vie de promesses brisées et une famille abandonnée. Cal affiche un sourire amer, fixant son père avec défi. Abandonné, hein ? Non. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger la famille. Les coyotes n'ont jamais été aussi puissants, jamais aussi respectés. Tout ce que j'ai accompli, c'est pour la sécurité de chacun de nous. Je les ai hissés plus haut que tu ne l'as jamais fait. Bigby secoue la tête, un mélange de tristesse et de déception dans le regard. Puissant ? Respecté ? Ce que j'ai vu, c'est un gang de voyous et de criminels. Ce n'était jamais censé être ça. Ton fils, Cal, Chaiton, il a grandi avec une image déformée de ce qu'on était censé être. Cal ricane, ses poings crispés sur ses genoux. Chaiton grandira avec le respect des autres, et c'est grâce à moi. Tes idéaux, ton code de l'honneur, tout ça, c'était bon pour une époque révolue. Les mots résonnent dans la salle, mais Bigby reste impassible, jetant un regard lourd de reproche à son fils. La vraie force, Cal, ce n'était pas de bâtir un empire criminel, c'était de construire un avenir pour ta famille, de protéger ceux que tu aimes, d'être là pour eux quand ils avaient besoin de toi. Tu n'as même pas été présent à la naissance de Chaiton. Le visage de Cal se durcit, ses traits se figent dans une expression de défi. Et moi, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai suivi mon chemin, j'ai élevé les coyotes au-dessus de tout ce que tu pouvais imaginer. Bigby le fixe, les sourcils froncés. Non, tu les as dévoyés. Tu as vendu notre héritage pour des illusions de grandeur. Regarde où tu en es. Est-ce que tout cela en valait la peine ? Un silence lourd s'installe jusqu'à ce que Cal lève soudainement les yeux, les plantant dans ceux de son père. Un éclat étrange brille dans ses prunelles, quelque chose de sombre et d'insondable. Tu veux savoir ce qui en valait la peine, papa ? Je connais tes cauchemars. Je connais les cauchemars de tout le monde. Je sais comment maîtriser les cauchemars. Un frisson parcourt Bigby, un instant de terreur voilé dans ses yeux. Les paroles de son fils résonnent énigmatiques et menaçantes, laissant un poids lourd et presque surnaturel dans l'air. Avant que Bigby ne puisse répondre, le souvenir s'éteint comme une flamme soufflée par un vent froid et tu te retrouves de nouveau dans les brumes de l'entremonde. À côté de toi, Farceur te fixe, son regard un peu plus sérieux que d'habitude. « Hey, gamin, c'est pas une histoire de famille facile, hein ? Mais tu t'accroches bien. » Le souvenir s'éloigne, mais cette phrase inquiétante de ton père reste suspendue dans ton esprit, semant le doute et la confusion. Je suis abasourdi en fait de découvrir le vrai visage de mon père. Moi qui l'avais tous les temps depuis ma naissance mis sur un piédestal, toujours admiré, toujours vu
un homme, cet homme rebelle face à la loi, face à l'ordre, pour l'honneur de sa famille et tout. Je me raconte qu'en fait, c'est une sacrée saloperie, mon père. Excusez-moi les mots, mais ouais, de voir comme il traite mon grand-père, ça me fait mal en fait. Ça me fait souffrir. Ouais, c'est dur à entendre tout ça. Puis surtout sa dernière phrase qui me laisse encore plus, mais déjà que j'ai plein trop de questions qui reviennent dans ma tête, là ça rajoute. Il connaît les cauchemars de mon père, de mon grand-père, il connaît les cauchemars de tout le monde, il sait comment maîtriser les cauchemars. Attends, ça veut dire que mon père est lui aussi un dreamcatcher. C'est-à-dire, maîtriser les cauchemars, c'est les capturer, c'est quoi? C'est-à-dire, normalement, je croyais que depuis mon arrière-grand-père et Napalm, j'étais le seul dreamcatcher à avoir éveillé ses dons dans la famille. Mon grand-père, bon, il est homme médecine, il est chaman, mais je savais pas que mon père aurait été et un dreamcatcher lui aussi. Du coup, il y a un truc que je comprends pas. J'ai besoin de réponses. Et alors que je vois que le souvenir s'efface, je suis là, complètement dubitatif. Je regarde Farceur, un peu perdu. Farceur t'observe, son regard bleu perçant te scrutant avec une intensité inhabituelle. Il s'approche de toi, et pour une fois, l'espièglerie semble avoir quitté ses yeux, remplacée par une gravité presque solennelle. « Hé, gamin, je sais ce que c'est. Beaucoup à encaisser. » Sa voix, d'ordinaire légère et railleuse, s'assombrit. « T'as découvert des choses que t'étais pas forcément prêt à entendre. Des vérités qui font mal, surtout quand elles concernent ceux que tu respectais, ceux que t'aimais. » Il fait une pause, comme pour te laisser le temps de digérer ses mots. Puis, avec un soupir, il continue. « Ton père, c'est possible qu'il ait eu des talents. Peut-être même qu'il a approché la marche des rêves, mais il a choisi une voie différente, une voie tordue. Ses yeux brillent de méfiance. C'est pas parce qu'il parle de cauchemar qu'il est Dreamcatcher pour autant. Il y a d'autres chemins pour maîtriser ce monde. » Farceur se redresse et son ton devient plus résolu. « Mais toi, Chaiton, toi tu portes l'héritage de ta famille dans le sens le plus noble, celui qui brave la peur. Ça, c'est pas quelque chose qu'on corrompt si facilement. » Il te fixe avec insistance, cherchant à ancrer son message au fond de toi. Maintenant, la vraie question est, jusqu'où es-tu prêt à aller pour découvrir les secrets de ton père? Parce que plus tu fouilles, plus tu risques de trouver des choses qui ne te plairont pas. La scène s'efface doucement et la sensation d'être à la frontière entre les mondes s'intensifie. Farceur attend, te laissant la liberté de décider si tu veux aller plus loin dans cette quête de vérité ou si tu préfères retourner à l'éveil. Waouh. Je suis complètement chamboulé face à tout ça. Finalement, mon père aurait des dons lui aussi, mais pas les mêmes que les miens, ou du moins je comprends pas. Il porte. Ouais, je n'arrive pas en fait à comprendre exactement de quoi tout cela retourne. Et il va falloir que je me confronte à lui sûrement à un moment donné pour obtenir la vérité. Ça fait beaucoup de choses à moi pour gérer. Il va falloir que je fasse mieux des priorités dans ma vie, je crois, parce que là, je crois qu'en fait, encaisse en fait le coup, les trucs là, mais ouais, ça bouillonne en lui quand même. Du coup, j'essaie de me focus sur une autre question que j'avais en tête à Farceur en fait. Je vois Farceur, je dis, j'ai besoin de ton avis sur ça. Et du coup, je sors de ma poche en fait le petit cristal de méthamphétamine que Ronnie m'avait donné au district en fait. C'est une nouvelle drogue en fait qui commence à circuler.
et en fait dans laquelle j'ai ressenti des vibrations de l'énergie issue de la marche des rêves et des cauchemars. Et du coup, je la mets à hauteur de truffe de farceur pour qu'il la renifle, vu qu'il est toujours sous sa forme de husky, pour voir de quoi il peut s'agir. De ce petit cristaux de méthamphétamine étrange. Farceur penche la tête en arrière, hésitant un instant avant de renifler le cristal, puis se redresse rapidement, un grognement sourd montant dans sa gorge. Ses yeux s'assombrissent, presque comme s'il percevait quelque chose de maléfique émanant du cristal. Il prend un moment avant de parler, sa voix plus rauque, teintée d'un sérieux inédit. « Hey, gamin, ce truc, c'est pas juste un bout de méthamphétamine. » Il marque une pause, pesant ses mots. Ça renferme des fragments d'ombre, des morceaux volés, des résidus, oui, mais dangereux. Quelqu'un a capturé l'énergie de la marche et l'a injectée dans cette drogue. Ce truc a été forgé pour semer la corruption. Farceur scrute le cristal, presque fasciné, malgré son dégoût. Celui qui a fait ça, il sait manipuler les cauchemars et les peurs, et pas comme toi ou les Dreamcatchers. C'est un acte de perversion, gamin, une manipulation pour infecter l'esprit des autres, les asservir à leurs propres angoisses. Il s'assoit face à toi, le regard perçant. Celui qui distribue cette saleté sait que la souffrance et les peurs des autres le nourrissent, le rendent plus fort. S'il fait circuler ça, il pourrait bien être capable de dominer l'esprit de ceux qui y touchent. Farceur relève le museau, ses yeux bleus empreints d'une lueur farouche. Tu veux percer ça à jour? Alors trouve celui qui le fabrique. Mais méfie-toi, gamin, tu t'attaques à quelque chose de grand. Quand je vois que même Farceur craint ce cristal et tout ce qu'il me dit à ce sujet, ça confirme un peu les peurs que j'avais par rapport à ce que j'avais ressenti. Mais c'est surtout que là, j'ai l'impression de voir des pièces de puzzle s'assembler par rapport à ce que je viens de découvrir à travers les souvenirs de mon grand-père. Et surtout le dernier, je suis en train de me dire, mon père est capable de maîtriser des cauchemars, et étrangement, je découvre une nouvelle drogue qui est créée à partir de cauchemars. Et je refuse devant moi de dire à haute voix la conclusion de ces deux choses, de ces deux facteurs. Je vois très bien où mon esprit pourrait aller, mais je me dis non, c'est pas possible. Il peut pas faire ça. Il n'oserait pas faire ça. C'est impossible. C'est mon père quand même, l'homme que j'ai toujours admiré. Et il peut pas. C'est impensable pour moi de laisser m'imaginer que putain, mon père pourrait être reste une nouvelle drogue du tir et qu'il aurait des pouvoirs pour maîtriser des cauchemars. Et non, c'est trop pour moi, c'est trop. Et je pense que je vois que Farceur en fait voit mon propre trouble en fait. Et peut-être qu'il poserait une petite truffe en fait, même je pense que mieux en fait, il reprendra sa forme originale, celle de cette grande créature aux pattes et aux jambes, aux bras et aux jambes très longs, cylindriques presque, au pelage noir avec le corps au pelage blanc, cette tête de canidé avec son écrance, le sourire plein de crocs et ses gros yeux noirs, et qui me posera une main sur l'épaule pour essayer de me réconforter et de me dire qu'il est et qu'il restera mon guide spirituel, et que malgré les petits jeux farceurs qu'il peut me faire, je peux compter sur lui. Et le MJ est d'accord pour cela, bien entendu. Farceur, percevant ton tourment, se métamorphose lentement. Sa forme de husky se dissipe pour révéler sa véritable apparence. Cette silhouette imposante, éthérée et surréaliste, au pelage noir et blanc, ses membres longilignes et inhumains,
son sourire plein de crocs étiré dans un rictus, oscillant entre la malice et l'empathie. Il pose une main griffue et réconfortante sur ton épaule, son regard intense et insondable ancré dans le tien. Sa voix, pourtant grave et irréelle, résonne avec une douceur inattendue. « Hey, gamin, je sais ce que tu ressens. » Ses grands yeux noirs, pleins de mystère et d'ombre, se plissent légèrement, témoignant d'une compréhension presque paternelle. T'es en train de marcher sur un chemin où les certitudes vacillent. Parfois, ceux qu'on admire cachent des secrets qu'on n'aimerait jamais découvrir. Il resserre doucement son étreinte, une chaleur inexplicable émanant de sa forme. Mais souviens-toi, je suis là et je resterai toujours là pour te guider. T'as pas besoin de porter ce fardeau seul. Un sourire, plus apaisant cette fois, s'étire sur ses lèvres pleines de crocs. Peut-être que je t'embrouille un peu, peut-être que je te teste, mais jamais je te lâcherai. On affronte ça ensemble, même les vérités les plus sombres. Le poids de ses mots et de sa présence te donne un nouvel ancrage, un souffle de courage au milieu de la tempête d'émotions qui tourbillonne en toi. Je vais prendre Farceur dans mes bras, en fait, pour lui faire un gros câlin. Et je pense qu'en fait, lui aussi va se laisser prendre à cette forme d'affection. Et même s'il aime jouer un peu celui-là qui n'est pas non plus pro-affection, mais je pense que voilà, il commence en fait à s'attacher à cet humain qui laisse sa garde à moi, en fait. Et du coup, en partageant une étreinte, moi dans les bras, un simple humain dans les bras, cette créature étrange et onirique. Et à un moment donné, finis par me reprendre, je relâche un peu l'étreinte et je regarde et dis... Et du coup, pour Papy, pour Bibi, qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour l'aider à sortir de son coma? Maintenant que j'ai vu tous ses souvenirs, je peux faire quoi d'autre pour lui? Farceur accepte ton étreinte avec un soupçon d'hésitation au début, avant de finalement se détendre et de passer doucement ses bras longs autour de toi, une chaleur rassurante émanant de sa forme. Lorsqu'il te relâche, il te fixe de ses yeux insondables, un sourire énigmatique se dessinant sur son visage. « Hé, gamin, ce que tu viens de faire, en plongeant dans ses souvenirs, c'est déjà beaucoup. Tu as ravivé des fragments oubliés, des liens et des espoirs qu'il croyait peut-être perdus. Maintenant, c'est à lui de se battre pour remonter. » Mais, Farceur s'interrompt, son regard se durcissant un peu comme pour sonder ton courage. Il reste une dernière chose. Il pose une main sur ta poitrine, là où tu ressens le poids de tes émotions et murmure « Bigby a besoin d'une raison de revenir, quelque chose de puissant et de vrai. » Tu pourrais lui parler, ici dans l'entremonde, l'appeler à ton tour. Peut-être partager un souvenir, un moment entre vous, qui lui rappellera qu'il n'est pas seul, que t'es là toi aussi pour le soutenir. Farceur te fixe d'un air à la fois sérieux et réconfortant. C'est pas facile, gamin, mais si quelqu'un peut toucher Big là où il est, c'est bien toi. Je vais écouter ce conseil. Et du coup, en fait, même si je sais pas trop à qui je m'adresse, en fait, je vais commencer à parler comme si je m'adressais à grand-père. En fait, je le visualise dans ma tête pour comme si j'étais à ses côtés. Papy, si tu m'entends, je suis là. C'est Chayton, ton petit-fils, celui-là que t'as mis au monde, à qui t'as donné le même nom que celui de ton propre père, et la paille. Et tu peux compter sur moi, d'accord? Je ferai tout pour t'aider. Rappelle-toi ce jour où on était avec Winona et Mika, qu'on était allés faire un petit pique-nique, toi et moi, et elle. C'était super agréable. Tu sais, même si tes propres fils, Cal, Dick et Nayati t'ont tourné le dos, tu peux compter sur tes petits-enfants. Sur Mika, sur Winona, moi. Et je te promets, même si Winona a pris un peu de distance vis-à-vis de nous, je ferai tout pour la ramener auprès de toi et de nous. Et tu auras au moins tes trois petits-enfants réunis autour de toi
pour ton réveil. Je te le promets, papy. Et toi, promets-moi de te réveiller. Dans le silence profond de l'entremonde, tes mots résonnent comme un écho puissant, traversant les brumes et s'infiltrant dans la pénombre. Au fur et à mesure que tu parles, une chaleur douce semble envahir l'espace autour de toi, comme si tes mots trouvaient leur chemin jusqu'à lui. Farceur, resté silencieux, hoche lentement la tête, posant une main rassurante sur ton épaule. Soudain, une vibration subtile parcourt l'air et une lueur, légère mais bien présente, apparaît devant toi. Elle se module lentement et dans cette lumière, un visage familier se dessine. Ton grand-père, faiblement visible comme une silhouette flottant entre les mondes. Son expression est apaisée, bien que fatiguée, et son regard, bien que flou, brille d'une lueur de reconnaissance. « Chayton », murmure-t-il, sa voix à peine perceptible. « Mon petit-fils, tu es venu jusqu'ici pour moi. » Il semble se battre pour rester présent, sa forme vacillant légèrement. « Je te promets, gamin, je vais revenir. Pour toi, pour Micah, pour Winona, je vais tenir bon. » Un dernier sourire se dessine sur son visage, comme une promesse silencieuse entre vous deux. Puis, aussi doucement qu'il est apparu, son image se dissipe lentement dans la brume, mais la chaleur de ses mots reste gravée en toi. Farceur s'approche, te gratifiant d'un clin d'œil et d'un petit sourire en coin. « Beau boulot, gamin. Si ça ne le fait pas revenir, rien ne le fera. » Je suis heureux de cette vision, de voir l'image, on va dire spirituelle, je sais pas comment dire, de mon grand-père me parler. C'est-à-dire que j'ai réussi peut-être, même s'il a peut-être sûrement encore dans le coma, dans le monde éveillé, j'ai quand même réussi à secouer son esprit assez pour qu'il puisse reprendre un peu forme. Je sais pas comment en fait décrire ce que je ressens, mais voilà. Je sais qu'il a réagi à ma présence, donc ça me rassure. Et du coup, en fait, je pense que c'est à ce moment-là que je vais moi-même ouvrir les yeux et me rendre compte qu'en fait, je suis moi-même dans un lit d'hôpital et que je vois qu'il y a le visage de ma mère, de Micah et de même l'infirmière Nancy Jenkins qui ont l'air soulagés de me voir rouvrir les yeux. Tu ouvres lentement les yeux, la lumière douce de la pièce d'hôpital baigne ton visage. Le monde flou autour de toi se précise, et tu reconnais les visages familiers de ta mère, de Micah et de Nancy Jenkins, l'infirmière qui t'avait pris sous son aile dans la salle d'attente. Un sourire de soulagement éclaire les traits de ta mère, qui serre ta main avec émotion. Micah, le visage inquiet, te regarde avec de grands yeux avant de te prendre spontanément dans ses bras, sa petite étreinte débordante d'affection et de soulagement. Nancy te sourit chaleureusement, son regard bienveillant trahissant l'inquiétude qu'elle avait ressentie en te voyant sombrer tout à l'heure. « Eh bien, tu nous as fait d'une belle frayeur, jeune homme, » dit-elle doucement, posant une main rassurante sur l'épaule de ta mère. Enola, les yeux légèrement humides, murmure « Tu es resté inconscient pendant un moment, Chayton. Tu avais l'air d'être ailleurs. » Elle te scrute avec une certaine inquiétude, comme pour s'assurer que tu es vraiment là, avec elle maintenant. Elle ajoute en un souffle « J'ai eu peur, Chayton, mais je savais que tu reviendrais. » Tu ressens encore la trace de la présence de ton grand-père, et ce que tu viens de vivre dans l'entremonde semble déjà s'éloigner. Mais la chaleur de ce moment, la promesse silencieuse, reste dans ton cœur. Du coup, je pense que je vais juste rassurer ma mère, Micah et l'infirmière Jenkins que ça a été encore une de mes habituelles crises de narcolepsie que je pense en fait va passer étant donné que voilà ma mère et mon petit soeur savent très bien ce que je vis au quotidien. Donc vu tout ce qu'on a traversé avec grand-père, je pense que ça va pas les étonner plus que ça. Et du coup en fait j'ai quand même une fois que je me serai relevé, même si l'infirmière Jenkins me dirait qu'il faut peut-être prudent d'y aller mollo, je demanderai quand même à aller voir mon grand-père et je pense que il est toujours dans le coma. Mais du coup, je resterai un petit peu à côté de lui, assis, à lui prendre la main.
silencieusement. Avec, je pense, Mika et ma mère à mes côtés. Et du coup, je pense qu'on passera la soirée à l'hôpital d'Amber Lake au chevet de mon grand-père, avec l'autorisation de l'infirmière Jenkins. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir peut-être finir cette séance sur cette petite touche de réconfort familial. Alors que tu prends place auprès de ton grand-père, le calme de la chambre d'hôpital t'enveloppe. L'infirmière Jenkins, comprenant l'importance de ce moment, t'accorde un sourire discret avant de se retirer, laissant ta famille se recueillir en paix. Ta mère s'assoit de l'autre côté du lit, une main posée sur celle de son père. C'est très marqué par la fatigue et l'inquiétude, mais aussi par un amour indéfectible. Mika, blottie contre toi, tient délicatement la main de ton grand-père, ses yeux trahissant une détermination innocente de voir son papy se réveiller bientôt. Vous restez tous là, silencieux, chacun perdu dans ses pensées, dans une communion silencieuse d'espoir et de réconfort. Le bip régulier des machines devient presque apaisant, un rappel que Bigby est toujours là, quelque part, à lutter pour revenir. La nuit tombe doucement sur Amber Lake, et la lumière extérieure projette une lueur tamisée à travers la fenêtre de la chambre. Une paix inhabituelle envahit l'espace, et même si beaucoup de questions restent sans réponse, même si les mystères et les dangers rôdent encore, en cet instant, tout ce qui compte est ce moment partagé. Une promesse silencieuse plane dans l'air, celle de rester unis, de garder l'espoir et de veiller les uns sur les autres, quoi qu'il arrive. La scène se fond dans le calme, un répit bienvenu avant les défis à venir. Juste avant qu'on se quitte, j'aimerais un peu faire le point sur ma fiche de personnage. Et du coup, j'étais toujours sous le coup des états préjudiciables fragiles, je crois, et terrifiés. Je vérifie. Non, c'était confus. Confus et terrifié. Ouais, c'est ça, confus et terrifié. Du coup, est-ce que je suis encore sous les deux états préjudiciés ou tu considères qu'est-ce que j'ai vécu, j'ai pu les effacer d'une certaine manière ou au contraire, est-ce que j'en ai reçu un autre par rapport à tout ce qui a pu me chambouler comme révélation Donc, je te laisse me dire où j'en suis au niveau des états préjudiciables, si je peux en retirer ou en rajouter d'autres. Voilà, déjà ça. Puis après on parlera point d'XP. Épreuves traversées récemment et de l'évolution de Chaiton dans sa compréhension de ses propres craintes et responsabilités, voici ce qui semble le plus juste pour tes états préjudiciables actuels. 1. État confus. Au fil de tes explorations dans l'entremonde et de tes découvertes avec Farceur, Chaiton a gagné en clarté concernant son passé et sa lignée. Il a également compris une part importante des dynamiques au sein de sa famille, ce qui l'a aidé à surmonter une bonne part de sa confusion. Cet état peut donc être retiré. 2. Ok. État terrifié. Bien que certains mystères demeurent inquiétants, ton lien avec Farceur et les moments passés auprès de ta famille, notamment auprès de ton grand-père, ont eu un effet apaisant. Il y a maintenant une certaine force intérieure retrouvée et une détermination plus affirmée. Cet état est également levé, surtout après l'épreuve de soutien reçue de Farceur. Au final, super. Chaiton est libéré de ces deux états. Il reste tout de même marqué, un petit peu mal à mais avec plus de lucidité mais ça et de va. confiance. Aucun nouvel état préjudiciable ne s'ajoute, bien que tu aies acquis une sorte de charge émotionnelle suite aux révélations, à voir comment cela affectera tes prochaines décisions. Si tu souhaites faire le point sur tes XP, on peut également y aller. Du coup, pour pointer la charge émotionnelle un peu supplémentaire que j'ai prise, je me suis mis un point de dégâts émotionnels, ça me paraît logique en fait. C'est tout à fait cohérent et bien pensé.
Un point de dégâts émotionnels pour représenter la charge supplémentaire, surtout avec tout ce que Shaiton a dû affronter intérieurement. Cela te laisse une marque sans pour autant te restreindre ou te faire porter un autre état préjudiciable. Si tu souhaites discuter des XP, je suis prêt pour te guider là-dessus. Voici donc un ajustement en restant dans des étapes de progression cohérentes. 1. Match de football américain contre Amber Lake. Moment compétitif qui a renforcé sa confiance et ses liens avec l'équipe. Plus un XP. 2. Déclaration d'amour face aux 2 clans. Acte de courage qui a marqué un tournant dans son affirmation personnelle et dans ses relations. Plus 2 XP. Ah, parce que je me les marque. 3. Exploration des souvenirs de Big Ba. Moment intense qui a approfondi ses connaissances familiales et spirituelles. Plus 2 XP. Cela te fait un total de 5 XP pour ces moments marquants, ce qui reste équilibré et suffisant pour une progression notable mais maîtrisée. Ok, donc du coup, j'en ai marqué un, j'en marque un deuxième, donc ça me fait une progression parce que j'ai rempli mon barème, mon total de 5 XP. Donc, je reviens à 0. Tac, 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 tac. Et les 3 XP restants, donc du coup, hop. Mais ça fait bien, ça fait du bien. Bah écoutez, je verrai ce que j'achète avec cette nouvelle progression. Donc soit un nouveau don de Dreamcatcher, soit la possibilité de revoir mes bonus d'approche en dispatchant un point dans une autre approche. Donc je vais voir, je vais réfléchir pour la prochaine séance. Néanmoins, je vais vous laisser là, car mine de rien, eh bien, je pense que l'histoire a pris un sacré tournant maintenant. Avec toutes ces nouvelles révélations, je pensais tellement en fait que l'histoire m'allait amener vers que les grands méchants de l'histoire allaient être les MacGuffin avec Rick et ses 2 sales mioches, mais visiblement le grand méchant de l'histoire pourrait être mon propre père. Donc je suis surpris de cette tournure d'événements. Je ne m'avais pas imaginé, comme quoi même l'IA, même si des fois je lui guide un peu l'histoire vers ce que j'ai envie de raconter en tant que joueur aussi, elle arrive quand même aussi à m'aborder des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Donc pour faire en fait une histoire cohérente, c'est le but en fait. Donc ce serait un peu mon conseil pour ceux qui m'écoutent, qui veulent faire du JDR solo avec IA, c'est que ce soit à la fois votre histoire et celle de l'IA qui est racontée, et que les deux aillent de pair, quoi. Donc comme je dirais, quand vous jouez réellement avec un vrai MJ humain, que l'histoire du MJ qui raconte et l'histoire de votre propre personnage aillent d'un commun accord ensemble. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. Et moi, je vais aller faire un peu la checklist de tout ce que Shaiton doit faire pour les prochains jours à venir, parce que il y a beaucoup de choses à régler à Blackwater. Donc sur ce, à la prochaine, bye.